De retour sur le plateau de Brunet Neumann, sans Brunet, qui reviendra dès la semaine prochaine. Et c'est l'heure de notre invité. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise et député du Nord. Bonsoir Adrien Quatennens. Vous savez qu'on est un peu taquin dans cette émission. Donc on vous a réservé un petit cadeau. On va vous faire écouter quelqu'un que vous aimez bien, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez précisément parce que figurez-vous, il parle de vous. Des garçons, il y en a au moins 3 ou 4. Lesquels? Des filles, il y en a au moins... Alors, si je dis un nom, il y en a qui vont être vexés parce que j'ai oublié de le dire. Mais enfin, tout le monde connaît François Ruffin, tout le monde connaît Éric Coquerel, tout le monde connaît Alexis Corbière. Ce sont des noms connus. Quatennens, c'est peut-être jeune, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il ferait la pointure. Peut-être que vous êtes un peu jeune, mais c'est pas sûr. Peut-être que vous feriez la pointure. Donc, vous faites partie, d'après Jean-Luc Mélenchon, des potentiels candidats à la présidentielle. Bon, mais il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de dire qu'il y a toutes sortes de talents, de femmes et d'hommes que vous avez vus apparaître depuis maintenant 2 ans et demi, que la France Insoumise est née et que ce groupe parlementaire est arrivé. Bon, la question de la succession ne se pose pas encore, ni d'ailleurs celle de 2022, mais évidemment, et il y a largement contribué d'ailleurs, eh bien, on a longtemps dit que la France Insoumise reposait sur un seul homme, qui est d'ailleurs très talentueux, il faut le dire, Jean-Luc Mélenchon, mais maintenant, autour de lui, et grâce aussi à son travail, et il y a d'ailleurs peu de responsables politiques de sa génération, je trouve, qui ont réussi à mettre ça sur pied. Il y a effectivement de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont prêts à prendre des responsabilités, et j'en suis, donc effectivement. Ça, très bien, Adrien Quatennens, ça, c'est la réponse officielle, c'est les éléments de langage. Ah, mais vous attendiez, la question de Nicolas... Vous attendiez une déclaration de candidature de ma part, c'est ça? La question de Nicolas, elle est très simple. Est-ce que c'est un sujet auquel vous pensez le matin, pas seulement vous rasant? Est-ce que c'est une éventualité? Même si la succession de Jean-Luc Mélenchon n'est pas ouverte, on l'a entendu, est-ce que c'est un sujet forcément auquel vous pensez ou pas? Soyons sérieux, moi, ce à quoi je pense tous les jours, et d'ailleurs je compte les points chaque soir en allant me coucher, c'est est-ce que mon action et celle de mes collègues est utile pour faire avancer l'idéal que nous visons? Si la question est de savoir est-ce que nous avons renoncé à gouverner ce pays pour changer la vie, je vous réponds non, nous n'y avons pas renoncé. Et moi, j'espère que mon action et ma façon de faire contribuent à ce travail collectif. Après, la question des rôles et des places des uns et des autres, pour l'instant, il y a un leader jusqu'à preuve du contraire incontesté au sein de la France Insoumise, un porte-parole. Ça reste lui le candidat naturel. Écoutez, il a quand même recueilli 7 millions de voix à la dernière présidentielle. Il a été celui qui... Mais il est à 20% dans les... Oui, mais alors attendez, vous savez que le temps long de la politique, vous connaissez ça aussi bien que moi. Ce que je veux dire quand même, c'est que Jean-Luc Mélenchon a été celui qui a amené notre programme L'Avenir en commun aux portes du pouvoir en 2017. 2022 est encore loin, mais moi, je vous le dis, même si je mesure aussi l'utilité que je peux avoir dans ce dispositif, pour moi, et à titre personnel, je vous donne mon avis, compte tenu de ce qu'il faut faire et des perspectives qu'il faut tracer, du retour d'un État fort qui protège et qui organise la suite, y compris en termes de planification écologique, je crois que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui toujours celui qui incarne le mieux le projet qui est le nôtre. Voilà. Alors, on va dire un mot des retraites maintenant, parce qu'on comprend bien que là-dessus, on n'ira pas beaucoup plus loin à 2 ans et demi de la présidentielle. On a cru comprendre que le projet du gouvernement, cette grande réforme de retraite par points, la suppression des régimes spéciaux, l'application pourrait être retardée un peu, moyennement beaucoup ou carrément beaucoup, c'est-à-dire que ça ne concernerait plus que les nouveaux entrants sur le marché du travail, donc ce serait pour dans 45 ans l'application. Est-ce que ça change tout? Est-ce que cette retraite, vous la trouvez mauvaise, mais est-ce que si on vous dit qu'elle s'applique que dans plusieurs décennies, ça ne change pas tout? Oh non, parce qu'en fait, l'important, c'est pas le calendrier, c'est l'intention du gouvernement. Alors, son astuce, là, c'est de se dire, comme on a des générations qui sont peut-être plus syndiquées, plus mobilisées, si on enjambe ces générations-là, peut-être qu'on a une chance que, finalement, les générations d'après ne se mobilisent pas contre la réforme. Mais je pense que c'est un mauvais calcul, d'abord, qui consiste à penser que les générations ne sont pas solidaires et que celles et ceux qui se battraient contre cette réforme se battraient pour eux-mêmes. Non, il y a l'intention du gouvernement, et d'ailleurs, je vais essayer de la résumer à très grands traits, mais ça n'est jamais dit. On parle beaucoup, quand on parle de la réforme des retraites, des régimes spéciaux, alors que ça ne concerne que 3% de la population active. Et puis d'ailleurs, tant qu'Emmanuel Macron ou Édouard Philippe arrivent dans les grandes messes qu'ils organisent avec des Français qui arrivent de partout, à se saisir de tous les particularismes de chacun, qui sont certes nombreux dans le pays, eh bien l'essentiel n'est pas dit. Or, l'essentiel doit être dit pour bien comprendre ce qui est en jeu. C'est que la réforme par points, en réalité, c'est juste l'outil. C'est l'outil au service d'un objectif qui, lui, n'est pas avoué par le gouvernement. Lequel? C'est de dire... Alors que jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population augmentait, on allouait toujours plus de ressources aux retraites pour que ça soit proportionnel, là Emmanuel Macron décide d'une rupture. Il dit dorénavant, on n'accordera pas plus de ressources pour financer les retraites. Il veut considérer que 14% du PIB,
c'est un plafond. Alors que la courbe démographique, elle, de la part des seniors, va continuer à augmenter. Donc si vous voulez... Donc vous dites en réalité, on est en train de nous préparer une réforme des retraites où on va dépenser moins, donc où les retraités vont toucher moins et où il va falloir en plus travailler plus longtemps. Laurent Neumann, ce que je vous dis, c'est que l'objectif poursuivi par Emmanuel Macron, c'est de dire « je ne veux pas », dit-il en gros, consacrer davantage de ressources au financement des retraites. Alors que moi, je vous dis, la part des seniors dans la population française va augmenter. Par conséquent, pas besoin de 3h30 en bras de chemise au milieu d'une grande assemblée pour comprendre la conséquence qu'il va y avoir. C'est que oui, mécaniquement par conséquent, et comparativement au système actuel, tout le monde va être concerné, tout le monde, par-delà tous les particularismes dont on parle beaucoup trop à mon avis. Et tout le monde va y perdre. Il va falloir travailler soit beaucoup plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension, soit les pensions vont baisser. Moi, je vous dis, si j'étais aux commandes avec mes amis de la France Insoumise à cette heure... Et vous faites quoi ? Nous n'aurions pas pour objectif de dire il faut simplement geler les ressources. On dirait mais que veut-on pour nos vieux jours finalement ? Quelle est selon nous l'idée qu'on se fait de la retraite ? Moi je vous le dis, la retraite c'est un autre âge de la vie et je ne veux pas qu'on déplore le fait que l'espérance de vie est augmentée dans ce pays. Et comment on finance l'augmentation des pensions ? Moi je vous dis une chose, parce que pour moi il y a deux objectifs et je vous dis comment on les finance à mon avis, quelques pistes. Le premier objectif ce serait de dire, eh bien il ne faut pas que quand vous partez en retraite ça signifie une baisse de votre niveau de vie. Premier objectif. Deuxième objectif, il faut partir à un âge... avec le même salaire, 100% de son salaire ? Ça veut dire en tout cas que partir en retraite ne doit pas signifier que votre niveau de vie s'écroule. Il faut que quand vous avez travaillé une carrière complète, vous puissiez profiter des jours qu'il vous reste après l'âge de départ. Et l'âge, quel âge ? Écoutez, on nous dit on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. C'est précisément à mesure que notamment le travail a diminué dans la vie qu'on a l'espérance de vie a augmenté. Moi je dis il faut pouvoir partir à un âge décent. C'est quoi un âge décent ? C'est un âge où on n'est pas cassé par le travail et où on est encore avec une espérance de vie en bonne santé. Dans ce pays, en Allemagne, on réfléchit à travailler jusqu'à 69 ans. Oui, mais alors, j'y viens, Laurent Neumann. Moi, je pense qu'il faut pouvoir permettre de partir à 60 ans dans la mesure où l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est de 63 ans. Et pour moi, la retraite, c'est un âge joyeux où on profite de soi, des siens. Très bien, non, mais ça, c'est important. Plus de pensions pour les retraités comment on finance ? Et on travaille à 60 ans. Maintenant, comment on finance ? D'abord, dire une chose. Vous parlez de l'Allemagne et des 69 ans, Laurent Neumann. Mais moi, j'entends bien Emmanuel Macron qui nous dit qu'il faudra travailler plus longtemps. Mais déjà, aujourd'hui, ça ne marche pas. À l'âge de partir en retraite aujourd'hui dans ce pays, vous avez un actif sur deux qui n'est déjà plus en emploi. Et vous avez dans ce pays quelques 300 000 chômeurs qui ont plus de 60 ans, qui pour l'écrasante majorité d'entre eux ont déjà toutes leurs annuités. Donc on a bien un problème aux deux extrémités de la vie active. Donc comment on finance ? Donc sur ces deux objectifs que je pose, retraite à 60 ans et pension digne, comment on finance ? Il y a des éléments de financement qui sont à court terme. Par exemple, si on met fin à l'inégalité persistante entre les salaires des femmes et des hommes, qui est de l'ordre de 20%, on a des cotisations, ça va sous le sens, supplémentaires pour financer notamment les retraites. Si on augmente les salaires, outre l'avantage que ça a sur la consommation populaire qui est relancée, on a des cotisations en plus. Nous, on avait regardé, on a fait quelques calculs. Vous augmentez les salaires de 1%, vous avez 2 milliards de cotisations en plus. Vous créez de l'activité et de l'emploi. Bien par décret, par exemple, en augmentant le SMIC, c'est le SMIC, tout simplement. D'accord. Et dans le privé ? Si vous voulez, déjà, quand on augmente le SMIC, il y a un premier effet, c'est qu'ensuite ça se diffuse au pays. On le sait, ça prend quelques années, mais il y a un effet de diffusion. Nous, on a fait des propositions aussi de limitation de l'écart des salaires. C'est pas confiscatoire, c'est de limiter les écarts, parce qu'on est convaincu qu'il faut aussi redonner des perspectives au pays. Si on relance la consommation populaire, si on donne à ceux qui ont des bas revenus plus de revenus, croyez-moi, ils vont pas faire milliardaires et boursicoteurs, ils vont consommer mieux. Et moi, je suis pour qu'on redonne des perspectives, notamment aussi via la planification écologique, qui créerait beaucoup d'emplois. 100 000 emplois créés, c'est 1,3 milliard de cotisations en plus. Mais ça, Laurent Neumann pourrait me dire, ça, c'est des solutions à court terme. À plus long terme, il faut penser aussi à d'autres choses. Pourquoi pas mettre à contribution des revenus financiers des entreprises ? Parce que on a vu que la politique d'Emmanuel Macron, c'est accroissement des inégalités et extension de la pauvreté. Mais les Français savent bien que la France est championne du monde des dividendes versés aux actionnaires. Donc on peut s'interroger sur la répartition de la valeur. Et enfin, dernière hypothèse, je vous le dis, à long terme, et toutes les projections du corps, y compris celles qui sont dans le rapport de Levoy, montrent qu'il n'y a pas de contradiction à long terme entre l'augmentation des cotisations et l'augmentation du salaire. Vous savez, il faut réhabiliter... je termine là-dessus, excusez-moi. Il faut réhabiliter cette idée que la cotisation, c'est bien une part du salaire. Vous savez, Emmanuel Macron, il fait tout l'inverse depuis le début. Il dit, si je baisse vos cotisations, il appelle ça des charges, j'augmente votre pouvoir d'achat. En fait, c'est faux. Il vous prend dans une poche et il vous en met un peu dans l'autre. C'est vous qui vous payez vous-même vos propres cadeaux et qui affaiblissez la santé, les retraites. Donc la cotisation, ça doit être réhabilité comme ce que c'est, une part du salaire pour financer la solidarité et les retraites de demain.
Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait alors contre cette réforme? On entend bien que vous n'en voulez pas. Le 5 avril... Le 5 décembre. Le 5 décembre, pardon. Bon, d'abord, une chose. Vous avez remarqué que là, avec les propositions que j'ai formulées, je ne défends pas non plus le statu quo. Moi, j'essaye de donner quelques perspectives. Mais par contre, alors maintenant, comment on l'a fait échouer? Qu'est-ce qu'on fait? On bloque la France à partir du 5 décembre? Bloquer la France, moi, bon, en tout cas, il faut un rapport de force. Puisque ce gouvernement n'entend pas raison. Et 15 jours avant Noël, hop, plus de train, plus de métro, les services publics à l'arrêt. Disons une chose. La grève, ça n'est facile pour personne. Ni pour ceux qui la font, qui perdent des journées de salaire, ni pour ceux qui la subissent, y compris dans la période que vous avez citée. Néanmoins, je vous dis une chose. C'est que dans le cas précis de la réforme des retraites, ceux qui la feront, comme ceux qui la subiront, auront, de mon point de vue, un intérêt commun que cette réforme n'aboutisse pas. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand il y a eu la grève à la RATP, on a eu ce prisme médiatique qu'opposent les Français les uns avec les autres, qui dit voilà, vous subissez la grève, mais en fait, vous allez aussi subir la réforme des retraites. Je vous le redis, et M. Delevoye n'est pas capable de faire la démonstration du contraire, telle que la réforme est engagée, avec ces quelques paramètres que je viens de citer, tout le monde va être concerné, tout le monde, quels que soient les régimes, vous savez quoi, et tout le monde va perdre. Adrien Quatennens, on a posé la même question à Marine Le Pen. Et le 5 décembre, vous en pensez quoi? Écoutez sa réponse. L'idée que les pompiers qui n'arrivent plus à travailler parce qu'on ne leur en donne pas les moyens, que les soignants qui vivent leur travail dans des conditions qui sont apocalyptiques, que toute une série comme ça de catégories, les avocats, mais il y en a beaucoup d'autres, viennent dire « vous n'allez pas nous mettre en place cette réforme des retraites ». Si ça bloque, c'est à cause du gouvernement. Si on a subi les gilets jaunes et les blocages qui ont été la conséquence des gilets jaunes, c'est parce que le gouvernement a refusé de céder. Alors il faut que le gouvernement cède. Voilà, Marine Le Pen et Mélenchon, et vous d'ailleurs, vous dites à peu près la même chose là pour le coup. Hein. Ouais, enfin ça c'est pour le coup les amalgames faciles. Franchement, Marine Le Pen. Il y a une chose, Marine Le Pen, vous savez, je l'ai pas vu proposer quoi que ce soit sur les retraites, ni vraiment travailler le sujet au point de formuler des propositions jusqu'au financement comme ce que je suis en train de faire. Moi j'en ai assez marre de voir que finalement parfois il y a comme ça une utilisation de sa part de la situation du pays et de la difficulté des gens qu'elle a cités. Mais quelle perspective pour les gens qui souffrent propose cette femme? Franchement, moi je m'adresse là à cette heure à toutes celles et ceux qui pensent qu'en votant pour Madame Le Pen, on met un bon coup de pied aux fesses à tout le système. En fait, c'est pas vrai. Quand vous votez pour Madame Le Pen, souvent, regardez un peu son programme et ses propositions, vous mettez un coup de pied dans vos propres fesses. Parce que par exemple, elle a cité les Gilets jaunes, les Français demandent une meilleure répartition de la richesse, demandent des augmentations de salaire. Cette femme court les plateaux télé pour expliquer qu'elle n'est pas pour la hausse du SMIC. Donc moi, mon intérêt, c'est bien évidemment d'accompagner les mouvements de contestation, de faire en sorte qu'ils convergent, mais de tracer des perspectives pour le pays. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir que là, en fait, on passe notre temps, on sent cette chape de plomb sur le pays, on regarde nos chaussures, alors que la France a des capacités et il y a des perspectives à tracer. Je vois pas que Madame Le Pen en trace une quelconque pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Un mot sur la police, parce que Mélenchon les a traités de barbares. Non mais attendez, juste, excusez-moi, permettez-moi juste de dire, parce que je ne serai pas complet, sur le 5 décembre, moi j'appelle du coup de mes vœux à ce qu'effectivement des mobilisations qui jusqu'à présent sont quand même très sectorielles dans le pays et qui pour moi ont pour autant des socles communs et des mots d'ordre communs et des intérêts communs convergent. Alors il y a cette date du 5 décembre, pour moi ça peut être une belle première étape, mais je pense aussi, et nous pensons avec la France Insoumise, avoir vérifié notamment, grâce aux mobilisations des Gilets jaunes, que pour permettre à un maximum de Français qui, y compris, n'ont pas l'habitude des mobilisations syndicales, n'ont pas l'occasion de perdre une journée de salaire, eh bien, d'imaginer qu'il puisse y avoir d'ailleurs des mobilisations le week-end. Oui, voilà. La convergence des luttes, on en parle souvent et elle arrive parfois. Mais généralement, c'est l'intérêt général qui doit nous rassembler. Voilà. Un mot sur la police. On a entendu Mélenchon parler de barbares, Jean-Luc Mélenchon parler de barbares en parlant des policiers. Et en même temps, on a entendu vous, d'autres membres de la France Insoumise, quand les policiers sont descendus dans la rue, dire il faut aussi les entendre, ils ont aussi des problèmes, ils ont aussi des vous savez, En fait, vous soutenez les policiers quand ça vous arrange? Non, pas du tout. On les soutient et on porte aussi une critique sur la doctrine qui est appliquée aujourd'hui. Voilà, c'est clair. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il fait des communiqués officiels, il fait des conférences de presse. Et quand il parle de sécurité et de notre doctrine pour la sûreté dans le pays et la police républicaine, bizarrement, c'est moins repris que quand on a un mot volé comme ça dans une manifestation. Parce qu'il faut quand même rappeler que ce jour-là, des gens étaient particulièrement émus du traitement qu'ils avaient eu à subir lors de la marche climat. Je vous rappelle que des marches climat, il s'en est tenu des centaines à travers le monde. Et la France a quand même été pointée du doigt pour la répression féroce qu'elle leur a fait subir. Donc sur la police, attendez, mais je veux répondre sur la police. C'est l'idée que je me fais de la police républicaine dans ce pays, si vous le permettez, Laurent Neumann. Vous savez, on nous a dit parfois, un syndicat de police en particulier,
particulier, qui ferait mieux de nous lire plutôt que de nous critiquer simplement facilement, nous a dit que nous étions anti-flics. Voyez-vous, on est tellement anti-flics à la France Insoumise qu'on veut en recruter 10 000 de plus, qu'on a demandé une commission d'enquête à l'Assemblée sur les suicides dans la profession, qu'on a réclamé très tôt à M. Castaner qu'il soit payé aux policiers de ce pays les millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Oui, mais voilà, moi je voudrais qu'on pacifie les relations dans ce pays entre la population et la police, et ça suppose aussi d'autres doctrines politiques, et ceux qu'il faut mettre en cause, ce sont les donneurs d'ordre. C'est M. Castaner qui est comptable de ce bilan. Je vous ai fait écouter Marine Le Pen, je voudrais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon, je pense que vous préférez écouter. Ça, c'est sûr. Vous avez le droit de manifester en France si vous êtes prêt à perdre un œil, parce qu'il y a 22 personnes à qui c'est arrivé. Vous avez le droit d'aller manifester en France si vous êtes prêt à payer 75 € parce qu'il vous pleut des amendes pendant les manifestations. Non, les conditions de la démocratie normale ne sont plus réunies en France. Adrien Quatennens, qui va vous croire? Sérieusement, qui va croire Jean-Luc Mélenchon sur ce terrain? Qui peut croire que la France n'est plus une démocratie? Personne ne va croire ça. Or, on a l'impression que ça fait 2 ans que vous répétez ça. Personne ne peut croire une chose pareille. Par contre, vous me diriez, il y a des problèmes au Chili, en Bolivie, dans d'autres pays, etc. Oui, mais pas en France. Eh bien si, je le regrette, hein. Je peux le déplorer avec vous si vous voulez. Alors, Jean-Luc Mélenchon est précis, hein. Il dit « les conditions de la démocratie ne sont plus réunies ». On a une pente glissante. Je vous ai parlé tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment la toile de fond de la période qu'on vit. Vous en connaissez des pays où la démocratie est en danger? Mais d'ailleurs, je ne mets pas de signe égal entre tous ces pays, mais néanmoins, on voit qu'il y a une pente glissante et parfois des phénomènes un peu communs. Quand Jean-Luc Mélenchon dit effectivement les conditions de la démocratie ne sont plus réunies, retournons-nous. Enfin, Laurent Neumann, les mobilisations des Gilets jaunes, ce sont 2000 personnes qui ont été condamnées. Vous avez des tas de braves gens qui n'avaient pas de casier judiciaire, qui pour des faits absolument mineurs ont été condamnés. Clairement, ce qu'on voit dans le pays, notamment aussi au travers de l'augmentation des violences policières. Et quand je dis ça, c'est pas pour autant que je ne veux pas que les conditions de travail des fonctionnaires de police s'améliorent. Tout ça participe d'une toile de fond qui est le délitement de l'État républicain. 2000 condamnés, 2000 blessés parmi les manifestants. Oui, bien sûr. 2000 blessés parmi les non, mais alors, en 2000 tout cas, blessés aussi parmi les en tout cas, on voit bien que la doctrine du maintien de l'ordre n'en est plus une. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'on réhabilite l'idée de gardien de la paix que de force de l'ordre. Je voudrais qu'on pacifie les relations entre la police républicaine qui obéit aux ordres et la population de ce pays. Mais quand il n'y a pas de réponse politique, quand Emmanuel Macron joue pendant des mois la stratégie du pourrissement, quand la justice est utilisée à des fins politiques, et c'est pas que dans le cas de la France insoumise, eh bien on voit bien qu'il y a une situation qui est en train de se dégrader. Je vous dis, moi ce qui m'inquiète, c'est que je vois la toile de fond, quels que soient les sujets, la situation des services publics, l'inconséquence en matière écologique, où la France a encore été mise du doigt, c'est le délitement de l'État républicain. Et moi je dis, la France a des capacités, son peuple également, il faut maintenant tracer des perspectives, sinon qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 ans et demi? Regarder ses chaussures et pleurer à chaudes larmes de crocodile? Non, on a mieux à faire. Merci Adrien Quatennens. Nicolas, il y a une tradition dans cette émission, c'est le moment. Et voilà. C'est tout de suite, c'est dans un instant. C'est l'heure des matchs, absolument.